suis Anne-Sophie Valentin, donc je suis praticien et hygiéniste au CEPIAS Centre Val-de-Loire et donc je travaille plus particulièrement sur la mission SPID et avec moi il y a Mathilde Farison. Voilà, bonjour à tous, donc Mathilde Farison, je suis infirmière hygiéniste donc pour la mission SPIADI. Alors donc on remercie déjà le CEPIAS Normandie pour leur invitation à présenter ces résultats régionaux. Donc, c'est ce qu'on va faire dans une première partie, ce qu'on vous propose. Et puis, dans un second temps, on vous présentera dans les grandes lignes, bien sûr, le programme 2025. Alors, donc, on va commencer tout d'abord par 2 diapositives sur la participation. Et là, sur cette diapositive, vous avez la participation au programme de surveillance. Donc, pour cette surveillance, on constate que la participation dans votre région, eh bien, elle est stable, avec 2 établissements sur 5 qui sont dits prioritaires. Donc, ce sont les CHU, les hôpitaux des armées, les centres hospitaliers, les MCO, les CLCC et les établissements de dialyse. Eh bien, donc 2 établissements sur 5 ont participé en 2024. Donc, c'est plutôt un bon taux de participation. Si on regarde la participation sur le tableau à droite en fonction là, des services, on voit qu'en 2024, eh bien, il y a 57% des services de réanimation qui ont réalisé la surveillance. Un quart des services de cancérologie de votre région et un quart des services de médecine. Il y a 5 services de dialyse qui ont participé et un service d'hématologie. Alors, pour le volet des observations de pratique, nous constatons que dans votre région, sur les 65 établissements de santé prioritaires attendus, 1 sur 4 a réalisé des observations. Donc, c'est une participation qui est relativement stable. Et au niveau des gestes qui sont observés, ce sont surtout des manipulations distales et des poses de cathéters veineux périphériques qui ont été réalisées. Vient ensuite les observations de manipulation proximale et les réflexions de pansement de cathéters centraux. Alors maintenant, voyons les résultats concernant les données de surveillance. Alors en participant au programme de surveillance, vous obtenez des données qui vont vous permettre de caractériser avec précision les infections liées au dispositif intravasculaire, de suivre l'évolution de l'incidence de ces bactériémies et puis bien sûr de suivre l'évolution des indicateurs de la stratégie nationale. Alors, on va d'abord commencer par les résultats concernant les cathéters centraux. Alors, regardons tout d'abord l'évolution du pourcentage d'établissements dans votre région qui ont des taux d'incidence concernant leur bactériémie liée à un cathéter central qui est dans la cible de la stratégie nationale. Donc, globalement, en 2024, vous voyez qu'il y a 75% des établissements qui ont participé, qui ont des taux qui sont dans la cible recommandée de la stratégie nationale. Si on regarde ensuite les 5 indicateurs de la stratégie nationale qui concernent les services de réanimation, d'hématologie, de cancérologie, de médecine et de chirurgie, on voit que eh bien, pour les services de réanimation, 100% des 7 services qui ont participé eh bien, ont un taux inférieur à la cible qui est de moins de 1 bactériémie liée à un cathéter central, donc soit un CVC, soit un PICC-line, soit un cathéter de dialyse, rapporté à 1000 journées cathéter. Pareil pour les services de cancérologie, on a les 5 services qui ont participé qui ont un taux inférieur à la cible. Donc là, la cible, elle est de moins de 2 bactériémies rapportées à 1000 journées d'hospitalisation. Donc 100% des services de cancérologie ont un taux inférieur à cette cible. Par contre, on voit que pour les services de médecine et de chirurgie, là, on a une plus faible proportion d'établissements qui ont leur service dans la cible de la stratégie.
Alors maintenant, on va donc regarder un peu l'évolution des indicateurs et des incidences pour chacune de ces 5 disciplines. Alors, on commence par les données des services de réanimation. Donc, vous avez ici, sur cette diapositive, l'évolution de l'incidence régionale des bactériémies liées à un cathéter central dans vos services de réanimation. Donc, on constate que depuis 2022, eh bien, il y avait une baisse de l'incidence de ces bactériémies liées aux cathéters centraux, et bien que cette baisse ne s'est pas poursuivie en 2024. On a une incidence qui est à 0,42 au niveau régional. Donc, elle reste malgré tout en dessous de la cible, hein, qui est de 1, je vous le rappelle. Et elle est également en dessous de l'incidence nationale, vous voyez, qui est à 1,03. Cette tendance à l'augmentation en 2024, hein, elle est observée partout en France. Alors, si on regarde maintenant les dispositifs intravasculaires impliqués dans ces bactériémies, dans vos services de réanimation, on voit que principalement, ce sont les cathéters veineux centraux, 50%, dans 50% des cas, puis en seconde position, les cathéters artériels en bleu foncé sur le donut à gauche, donc dans presque 30% des cas. L'augmentation de l'incidence des bactériémies liées aux cathéters centraux qu'on a vu sur la diapositive précédente, eh bien, on voit qu'elle est en partie expliquée par l'augmentation de l'incidence des bactériémies liées au CVC. L'incidence des bactériémies liées au cathéter artériel, elle est stable, elle n'évolue pas depuis 2000. Alors, si on regarde les caractéristiques des bactériémies liées à un CVC dans vos services de réanimation, on voit que le délai de survenue de la bactériémie par rapport à la pose du CVC, il n'a pas évolué depuis 2020. On est à une valeur médiane de 11 jours. Et donc, dans 30% des cas, la bactériémie, elle survient précocement, c'est-à-dire dans la semaine suivant la pose du CVC. Les micro-organismes qui sont impliqués dans ces bactériémies, eh bien, vous le voyez sur le donut à droite, ce sont principalement des staphylocoques, montrant donc de fait l'importance de la flore cutanée, soit du patient, soit du professionnel, dans la contamination de ces cathéters dans les services de réanimation. Voyons ensuite les bactériémies liées aux cathéters centraux dans les services d'hématologie. Donc ça, c'est le deuxième indicateur de la stratégie nationale. Donc là, on vous a mis sur cette diapositive l'évolution du taux national qui est en violet. Et en jaune, avec une écriture rouge, c'est l'incidence de votre région. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat pour 2023 et 2024, puisque en 2023 et en 2024, il n'y avait qu'un seul établissement qui a participé, un seul établissement qui a un service d'hématologie qui a participé. Donc, on ne voulait pas, bien sûr, afficher le taux de cet établissement. Donc, en tout cas, au niveau national, ce que l'on constate, c'est une tendance à la diminution de l'incidence des bactériémies liées soit à un CVC, un cathéter de dialyse, un PICC-line ou une CCI. Et que au niveau national, cette incidence, elle est en dessous de la cible de la stratégie qui là est de 2. Donc, au niveau national, les dispositifs impliqués dans ces bactériémies dans les services de réanimation, vous voyez en premier lieu, ce sont les PICC-line et en seconde position, on a les CVC. Alors, on note une progression de la part des bactériémies impliquant un PICC-line et impliquant des midline en 2024. En 2024, vous voyez, ça représentait les PICC-line 49% contre 41% en 2020. Et les midline, eh bien, en 2024, c'est 5%. Donc, une petite vigilance à avoir sur ces deux dispositifs dans les services d'hématologie. Et si on regarde les caractéristiques de ces bactériémies liées au PICC-line dans les services d'hématologie, donc là encore au niveau national, hein, puisque pour votre région,
les données ne sont pas assez robustes, eh bien, on voit que le délai médian de survenue de la bactériémie par rapport à la pose du pic en 2024, il est de 39 jours. Donc, en fait, on a 9 bactériémies sur 10 qui surviennent au-delà de la première semaine après la pose du pic Lyme. Et dans un cas sur 2, là encore, c'est un germe de la flore cutanée. Donc, l'importance, cette fois-ci, possiblement de la contamination du cathéter par la flore cutanée, soit au moment de la manipulation des lignes, soit au moment de la réfection des pansements. Pour les services de cancérologie, donc comme vous pouvez le constater ici, l'incidence des bactériémies liées à un CBC, un pic, une CCI, un dialyse, dans votre région, hein, elle est plutôt stable. Elle est dans la cible de la stratégie nationale, qui est de 2, et elle est légèrement inférieure à l'incidence nationale. Donc ça, c'est plutôt bien. Dans vos services, les dispositifs impliqués sont les CCI, puis les PIC Lyme. Pour ces services, on n'a noté aucune évolution majeure, que ce soit dans les caractéristiques des bactériémies, les dispositifs impliqués, les micro-organismes ou les délais de survenue. Donc, ce sont là aussi des staphylocoques avec des bactériémies qui surviennent tardivement, donc plutôt en lien avec les manipulations des dispositifs. Pour les services de médecine, maintenant, l'incidence des bactériémies liées à un cathéter central, eh bien, vous voyez, elle est très stable dans votre région. Elle est par contre au-dessus de la cible de la stratégie nationale qui, là, est de 0,1 bactériémie pour 1000 journées d'hospitalisation. Donc, les dispositifs impliqués, eh bien, c'est pareil, n'ont pas évolué dans votre région. Ce sont en premier lieu les CCI et ensuite, on va retrouver en deuxième position les PIC Lyme. Alors, si on regarde plus spécifiquement l'incidence des bactériémies liées à chacun de ces cathéters, eh bien, vous voyez qu'on ne trouve pas d'évolution majeure significative, si ce n'est qu'on observe une tendance à une progression de l'incidence des bactériémies liées à un pic Lyme. Vous voyez, elle était de 0,023 en 2020 et elle est de 0,066 en 2024. Donc, une progression de l'incidence de ces bactériémies liées à un pic Lyme dans les services de médecine. Donc, là encore, avoir une petite vigilance dans ces services. Et justement, si on regarde les caractéristiques de ces bactériémies liées au pic, on voit que le délai médian de survenue de la bactériémie, eh bien, il est de 34 jours. Donc, des bactériémies qui surviennent au-delà de la première semaine après la pose du pic Lyme, dans 9 cas sur 10. On retrouve une manipulation des lignes dans la semaine précédant le début des signes dans 8 cas sur 10 et une manipulation qui est une manipulation proximale dans 2 cas sur 3. Donc là, vraiment, encore une fois, une possible contamination du cathéter au cours de ces manipulations et en particulier des manipulations proximales. Et enfin, pour finir, avec les cathéters centraux, on peut regarder l'évolution du dernier indicateur de la stratégie nationale qui concerne les services de chirurgie. Donc là, on constate dans votre région une progression de l'incidence des bactériémies liées aux cathéters centraux dans les services de chirurgie qui est passée au-dessus de la cible. Donc, on a une incidence de 0,29 en 2024 et qui est également au-dessus du taux qu'on a au niveau national. Les cathéters impliqués sur le graphe de droite, ce sont les PIC Lyme et les CVC. Et on constate en fait que la part des PIC Lyme dans les dispositifs impliqués dans ces bactériémies, elle augmente en 2024, qui représente presque 80% des bactériémies liées aux cathéters centraux dans les services de chirurgie, et que cette tendance, eh bien, elle est retrouvée également au niveau de l'incidence des bactériémies liées au pic, rapportées à mi-journée d'hospitalisation. Donc vraiment dans les services de chirurgie, point d'attention très particulier pour les PIC Lyme
Voilà. Et si on regarde les caractéristiques de ces bactériémies, eh bien, on voit que le délai médian de survenue de la bactériémie, là, il est de 18 jours. Dans 8 cas sur 10, la bactériémie survient à distance de la pause. Donc, au-delà de la première semaine, on retrouve là encore une manipulation dans la semaine précédant le début des signes, que cette manipulation elle est proximale dans 2 cas sur 3. Donc là encore, ça nous alerte sur le respect des conditions d'asepsie lors de ces manipulations et lors de la réflexion des pansements. Dans la stratégie, il existe aussi un indicateur pour les cathéters veineux périphériques courts, et là, cette fois-ci, qui concerne l'ensemble des services d'un établissement. Alors, on vous a mis sur cette diapositive, à gauche, vous avez l'incidence des bactériémies liées à un CVP rapportée à 1000 journées d'hospitalisation. Pour votre région, c'est la courbe en rouge, et on a l'incidence nationale qui est en bleu. Donc, ce que l'on constate, c'est que l'incidence de ces bactériémies liées à un CVP, elle progresse dans votre région et au niveau national. Dans 7 cas sur 10, ces bactériémies sont détectées en fait dans les services de médecine. Ces bactériémies liées à un CVP, elles impliquent un staphylocoque dans 65% des cas et un staphylocoque doré dans 4 cas sur 10. Et quand on regarde la part des bactériémies liées à un CVP associé à un staphylocoque doré, c'est le graphique de droite, eh bien on voit que l'incidence de ces bactériémies, elle progresse au niveau national et au niveau de votre région également. Donc, c'est un point de vigilance à avoir. Les caractéristiques de ces bactériémies liées à un CVP, on voit qu'elles impliquent des CVP sans prolongateur, dans 6 cas sur 10, et que le délai médian de survenue, eh bien, il est de 3 jours, donc suggérant une contamination lors de la pose de ces cathéters. Donc, au total, si on veut faire une synthèse de ces résultats de la surveillance, on a donc une caractérisation précise des infections liées à ces cathéters. Les données 2024 nous montrent qu'on a un arrêt de la diminution de l'incidence des bactériémies liées aux cathéters en réanimation, en lien avec une progression de la part des CVC. Et dans un tiers des cas, ces bactériémies surviennent précocement, donc plutôt en lien avec une contamination au moment de la pose du cathéter. On observe, deuxième point, également une tendance à l'augmentation des bactériémies liées au cathéter en médecine et en chirurgie. Donc là, c'est plutôt en lien avec une progression de la part des PICC line. Et dans 9 cas sur 10, ces bactériémies surviennent à distance de la pose. Donc plutôt en lien avec une contamination au moment des manipulations du cathéter. Et enfin, on observe une tendance à l'augmentation de l'incidence des bactériémies liées au CVP. Donc l'ensemble de ces données permettent d'identifier les pistes à investiguer, pourquoi pas par des observations pratiques, qui pourraient expliquer la survenue d'au moins une partie de ces bactériémies. Donc pour les bactériémies qui surviennent plutôt précocement, bien, allez observer la pose des cathéters. Et pour les bactériémies qui surviennent tardivement, eh bien, les manipulations de lignes ou les réflexions de pansement qui pourraient être à l'origine de la contamination de ces cathéters. Et donc, on va vous présenter maintenant justement les résultats de ces observations pratiques pour votre région. Alors, donc, vous avez ici sur cette diapositive les résultats de l'indicateur concernant la pose des cathéters centraux chez l'adulte. À gauche, vous avez les résultats de votre région sur les 5 années de campagne et à droite, les résultats au niveau national pour 2024. Donc, cet indicateur, il est composé de 3 taux de conformité. Le premier, évaluant l'hygiène de l'opérateur, comprenant le port d'une casaque stérile, d'une coiffe, d'un masque chirurgical, la réalisation d'une désinfection chirurgicale des mains par friction conforme et le port de gants stériles. Le deuxième, évaluant l'hygiène du patient avec donc la tenue propre, le port d'une coiffe et d'un masque chirurgical. Et enfin, le troisième, évaluant la préparation cutanée du site de pose,
comprenant le nettoyage de la peau, la nature de l'antiseptique, l'utilisation d'un applicateur ou de compresses stériles pour appliquer l'antiseptique et le respect du séchage spontané. Si on regarde les résultats des 5 années de campagne dans votre région, donc cela représente 51 observations de pose de cathéters veineux centraux, de PICC-line et de cathéters de dialyse. On constate que la conformité de l'hygiène de l'opérateur, celle du patient et la préparation cutanée est légèrement supérieure à 50% de conformité. Les 3 points de l'indicateur sont donc à améliorer. Et si on regarde donc à droite les résultats de l'année 2024 au niveau national, on observe que l'hygiène du patient est dans la cible, qui, je vous le rappelle, est de 80%. Et le pourcentage de conformité de la préparation cutanée au niveau national est de 64%. Et la conformité de l'opérateur est plus faible, avec un taux de 37%. Alors, si on regarde là les résultats un petit peu plus en détail, concernant l'hygiène de l'opérateur, la coiffe, le masque chirurgical, le port d'une casaque stérile et des gants stériles, donc ça, le port de gants stériles, tout est bien respecté. Pour le patient, il porte une tenue propre, ça c'est également bien respecté. Il porte une coiffe, un masque chirurgical ou le visage couvert par un champ stérile. Donc ça, c'est aussi un point qui est dans l'ensemble bien respecté. Pour la préparation cutanée, les audités nettoient la peau si besoin dans tous les cas. Ils utilisent des compresses stériles ou un applicateur stérile et respectent dans tous les cas le séchage spontané. En revanche, on voit en rouge 2 axes prioritaires. La réalisation par le professionnel avant la pose d'une désinfection chirurgicale des mains par friction et pour la préparation cutanée, l'application donc de la chlorhexidine à 2%. Donc la technique recommandée pour l'hygiène des mains avant la pose d'un cathéter central ou assimilé, c'est la désinfection chirurgicale des mains par friction, donc en deux frictions. La première qui va jusqu'au coude et la deuxième friction qui va jusqu'au poignet. Et on voit que cette DSCMF est conforme, est observée conforme dans 2 cas sur 3. On voit que 2 professionnels ont réalisé à la place une friction et on a 2 professionnels qui n'avaient pas réalisé d'hygiène des mains. Pour les manipulations proximales de lignes associées à un cathéter veineux central, l'indicateur est composé de 3 taux. Le premier, évaluant la conformité de l'hygiène de l'opérateur avec une tenue propre, le port d'un masque chirurgical, l'hygiène des mains et le port de gants stériles. Le deuxième, évaluant l'hygiène du patient, donc avec le port d'une tenue propre et d'un masque chirurgical. Et le troisième, évaluant la préparation du site de branchement avec la désinfection de la connectique avec des compresses stériles imprégnées d'alcool à 70%, de la désinfection des valves utilisées par mouvement de friction pendant 15 secondes avec donc des compresses imprégnées d'alcool à 70%. Au niveau régional, l'hygiène de l'opérateur a un taux de conformité en 2024 de 19%. Celui de l'hygiène du patient est de 52% et la conformité de la préparation du site de branchement qui progresse significativement et qui atteint un taux de conformité qui est de 24% en 2024. À noter qu'il y a un point qui progresse donc en 2024, c'est l'hygiène des mains, avec 67% des professionnels qui réalisent bien l'hygiène des mains conforme en 2024, contre 50% en 2023. Donc les professionnels qui réalisent les frictions hydroalcooliques attendues avec une technique conforme, donc avant la préparation du matériel
et avant d'enfiler les gants stériles. En revanche, le port de gants stériles diminue. En 2024, un professionnel sur 2 enfile des gants stériles pour réaliser une manipulation proximale contre 78% en 2023. Donc voilà un axe, une priorité à améliorer. Alors ensuite, un point de vigilance concerne le port du masque chirurgical, aussi bien par le professionnel que par le patient. On note en effet une diminution en 2024. C'est une diminution qui est significative pour le professionnel. 62% des professionnels portent un masque chirurgical en 2024, donc pour la manipulation proximale des lignes de cathéter centraux. Alors cette diminution, elle est probablement en lien avec l'arrêt du port du masque obligatoire dans les établissements de santé. Alors, 2 autres axes prioritaires à améliorer, c'est l'utilisation de l'alcool à 70%, donc qui est l'antiseptique recommandé pour désinfecter les connectiques. Le taux de conformité est de 33% en 2024. Donc, un tiers des professionnels seulement utilisent cet antiseptique recommandé pour les manipulations. Et également, un axe à améliorer, c'est la technique de désinfection des valves, donc par mouvement de friction pendant 15 secondes, où là, on observe un taux de conformité de 69%. Passons maintenant aux résultats de réfection de pansement de cathéters centraux et assimilés. Donc, vous avez la possibilité d'observer ce geste depuis 2023. Donc là, on va vous donner les résultats des 2 années, 2023 et 2024, donc où il y a eu 51 réfections de pansement de cathéter. Le type de dispositif observé est varié, car vous voyez dans le donut à gauche que ce sont aussi bien des réfections de pansement de midline, PICC-line, CCI, CVC ou encore cathéter artériel qui ont été observés. Pour ce geste, le patient doit porter un masque chirurgical ou avoir la tête sous le champ stérile ou encore tourner la tête du côté opposé. Et on voit que cette recommandation est bien respectée dans 9 cas sur 10. La tenue du professionnel, elle est conforme aux recommandations, à l'exception de la coiffe qui manquait donc dans 39% de ces observations. Concernant l'hygiène des mains, 2 frictions hydroalcooliques sont attendues, une première avant le retrait du pansement et une autre avant d'enfiler les gants stériles pour réaliser l'antisepsie. Donc les 2 hygiènes des mains conformes et le port de gants stériles nous mènent à un taux de conformité qui est de 51%. Donc dans un cas sur 2, le professionnel respecte bien ces 2 hygiènes des mains conformes et porte des gants stériles. Donc c'est une amélioration qui est à noter pour la réfection des pansements. Les points clés de la préparation cutanée lors de la réfection, qui doivent être identiques à celles de la pose, ont également été observés. Les résultats montrent que le nettoyage de la peau n'est pas systématique, surtout lorsque le pansement est souillé ou décollé, alors que dans ce cas-là, le nettoyage est d'autant plus attendu. Lorsque le nettoyage est réalisé, un savon doux, donc qui est recommandé pour ce nettoyage, est très peu utilisé. On voit que concernant l'antiseptique, un antiseptique alcoolique est largement appliqué et la chlorhexidine à 2% est quant à elle appliquée dans un quart des pansements. Et on voit que le séchage spontané de l'antiseptique est dans l'ensemble très bien respecté. Pour terminer les observations, nous allons voir donc les observations de pose de cathéter veineux périphérique et de midline sans prolongateur intégré. Là, l'indicateur est composé de 2 taux de conformité.
Le premier qui porte sur l'hygiène de l'opérateur, évaluant la conformité de la tenue, l'hygiène des mains, le port de gants stériles en cas de palpation du site après la réalisation de l'antisepsie. Le deuxième, évaluant la qualité de la préparation cutanée juste avant l'insertion du cathéter, avec donc la peau propre ou nettoyée si celle-ci est souillée. L'utilisation d'un applicateur ou de compresse stérile pour appliquer un antiseptique alcoolique majeur et le respect du séchage spontané de l'antiseptique. Le taux de conformité de l'hygiène de l'opérateur n'évolue pas depuis 2022 et on retrouve une conformité qui est à 22% en 2024. Quant à la qualité de la préparation cutanée, on voit un taux de conformité de 67% en 2024. Donc là, c'est plutôt une tendance de progression de cette préparation cutanée. Le taux de conformité faible de l'opérateur, vous le voyez, n'est pas dû à la tenue du professionnel, qui est bien propre, mais à l'hygiène des mains. Donc, pour la pose d'un cathéter veineux périphérique, il est nécessaire de réaliser 2 frictions conformes. Une première avant la préparation du matériel et de l'antisepsie, et une deuxième juste avant l'insertion du cathéter. Et des gants stériles sont à enfiler en cas de palpation du site après l'antisepsie. Ces 2 points sont des axes d'amélioration principaux, puisqu'on voit donc les résultats de 2024, qui correspondent aux années précédentes également, montrent que 28% des professionnels ont réalisé les 2 frictions conformes et aucun professionnel qui palpe le site d'insertion après l'antisepsie porte des gants stériles. Mais bon, attention, ça représente uniquement 13 observations. Concernant la préparation cutanée, la peau est systématiquement nettoyée en cas de besoin, si elle est souillée. Des compresses stériles sont bien utilisées également. Un antiseptique alcoolique majeur est appliqué dans 7 cas sur 10. Mais nous constatons que dans 26% des cas, c'est de l'alcool à 70% qui est utilisé. Alors cet antiseptique, il n'est pas recommandé pour ce geste. L'alcool s'évapore rapidement, donc il est nécessaire de l'associer à un antiseptique ayant une action rémanente. Quant au séchage spontané, donc qui est nécessaire pour garantir l'efficacité de l'antiseptique, il est bien respecté et nous voyons que pour ce point, le taux de conformité, il augmente significativement. Donc c'est un gros point positif, le respect du séchage spontané d'antiseptique, et en revanche, un point de vigilance pour le choix d'antiseptique qui est à appliquer. Donc, en synthèse pour ces observations pratiques, on peut donc identifier plusieurs axes d'amélioration. Pour la pose des cathéters centraux, la désinfection chirurgicale des mains par friction et l'utilisation de la chlorhexidine alcoolique à 2%. Pour les poses de cathéters veineux périphériques, là, c'est surtout l'hygiène des mains et le port de gants stériles en cas de palpation. Également, l'utilisation d'un antiseptique alcoolique majeur. On a vu que dans un quart des cas, c'était l'alcool à 70% qui était utilisé. Pour les manipulations proximales des lignes, là, un petit point de vigilance pour le port du masque par les patients et les professionnels. Les axes d'amélioration, ce sont surtout l'hygiène des mains, le port de gants stériles et là, l'utilisation de l'alcool à 70% pour la désinfection des connectiques. Et pour la désinfection des valves, eh bien, c'est la technique de friction pendant 15 secondes qui pourrait être améliorée. Pour la réfection des pansements, on retrouve comme axe d'amélioration l'hygiène des mains, le port de gants stériles enfilés au moment de l'antisepsie, et puis le nettoyage de la peau pour les pansements souillés ou décollés, et en utilisant un savon doux. La recommandation est bien d'utiliser du savon doux et pas un savon antiseptique.
Donc, ces observations pratiques que vous réalisez auprès de vos professionnels, vous avez compris, elles permettent donc d'identifier les écarts par rapport aux recommandations. Et puis, eh bien, elles vous permettent ainsi d'aller cibler les formations à mettre en œuvre dans ces services. La mission SPID vous propose des outils de formation, justement, qui sont bien focalisés sur ces points précis qu'on vient de noter. Par exemple, pour l'hygiène des mains au cours de la pose d'un cathéter veineux périphérique, vous avez l'étude CleanN4 qui a montré l'importance et la plus faible contamination des mains lorsque les professionnels réalisent bien les 2 hygiènes des mains par friction hydroalcoolique conforme. Pour la désinfection des valves, vous avez l'outil valve friction qui peut être utilisé. Pour le port de gants stériles, au cours des manipulations proximales, vous avez l'étude CleanN-Prox dans laquelle on a bien démontré que le port de gants stériles permettait de diminuer la contamination des mains des professionnels par des germes finalement que l'on retrouve dans les bactériémies liées à ces cathéters. Donc, l'importance des gants stériles a été démontrée avec cette étude. Donc, vous avez l'outil CleanN-Prox que vous pouvez utiliser. Et puis, pour la pose des cathéters centraux, eh bien, vous avez donc la fiche technique. Déjà, la fiche technique, donc je n'ai pas mis ici, mais une fiche technique qui reprend vraiment point par point les mesures de prévention à respecter lors de la pose de ces cathéters centraux. Et puis, vous avez également un outil qui est plus pédagogique, là, qui est Midline Express. Donc, c'est un outil qui permet de voir l'essentiel des mesures de prévention concernant la pose, les manipulations des lignes, les réflexions de pansement des midlines avec prolongateur intégré. Donc, cet outil est disponible, l'ensemble de ces outils d'ailleurs, sont disponibles dans l'onglet Outils sur le site de la SPID et dans l'onglet Outils pédagogiques. Ce sont des outils qui sont de courte durée pour justement faire des formations un peu express dans les services. Voilà. Enfin, pour terminer très rapidement, les éléments du programme 2025. Donc, vous savez, la mission SPID a une stratégie en 3 volets, en fait. Tout d'abord, la surveillance des infections liées à un cathéter pour bien les connaître. Donc ça, ce programme de surveillance, eh bien, en 2025, n'a pas évolué par rapport aux années précédentes. On vous propose toujours différentes modalités en fonction des services que vous voulez surveiller. C'est une surveillance au minimum de 3 mois réalisée. Vous pouvez encore la débuter, il n'est pas trop tard puisqu'elle doit être terminée au plus tard le 15 juillet. Donc, vous pouvez encore démarrer cette surveillance dans vos services. Le deuxième volet de la stratégie SPID, c'est ensuite d'aller observer les professionnels pour mettre en évidence les écarts par rapport aux recommandations et aussi comprendre les freins des professionnels à appliquer ces recommandations. Donc ça, c'est le module Observacat. Le module Observacat, eh bien, il est poursuivi bien sûr en 2025. Donc, vous avez des grilles d'audit pour observer les poses des cathéters centraux, des cathéters veineux périphériques, pour observer les manipulations des lignes et les réflexions de pansement. On a ajouté quelques points à ces grilles d'observation, notamment pour la pose des cathéters veineux périphériques. On a ajouté l'utilisation de l'éco-guidage, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Et puis également, sur toutes les fiches, on a inclus des observations de pratique concernant le rinçage pulsé, puisque c'est quelque chose, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trop de recul par rapport à comment est réalisé ce rinçage pulsé dans les différents services. Donc voilà, on a voulu l'inclure aux observations de pratique. Pour les services de réanimation, le module Réexplore est maintenu et poursuivi. Donc là, ce module consiste à déterminer les mesures de prévention
qui sont mises en place dans les services de réanimation pour prévenir les bactériémies liées au cathéter et plus particulièrement les bactériémies liées au staphylocoque doré. Et le troisième volet de la stratégie, vous avez compris, c'est former les professionnels. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important, qu'on essaye de plus en plus de développer. Donc, vous avez comme moyen de formation, bien, pour vous, les hygiénistes et également les professionnels, les Actus PID, qui ont lieu une fois par mois, le jeudi, de 14h à 15h. Vous retrouvez tout le programme des Actus sur le site de la SPID. Certaines vont faire un focus sur une discipline, la réanimation, la dialyse, l'oncohématologie, ou alors plutôt sur certains dispositifs particuliers. Voilà. Deuxième point que l'on développe, ce sont les outils de formation, que ce soit des fiches techniques ou plus des outils pédagogiques. Et enfin, moment très important de formation, c'est la journée nationale qui a lieu tous les ans à Tours. Donc en 2025, elle aura lieu le 2 octobre. Et le thème de cette journée, ça sera les dispositifs innovants. Donc, on veut essayer de faire bouger les lignes par de nouvelles mesures de prévention qui pourraient être mises en place. Donc, il faut les évaluer, ces mesures de prévention, bien sûr, avant d'en faire des recommandations. Donc, c'est l'objectif de cette journée. En 2025, il y a quelques nouveautés. C'est tout d'abord les deux groupes techniques dont on va vous parler très rapidement après, donc patient partenaire particulier Success PID, et puis une étude de recherche qui s'appelle TOP-CVP. Alors, le premier groupe. Le premier groupe, c'est patient partenaire particulier, donc qui a pour objectif de créer un outil pédagogique multimodal qui sera cette fois à destination des patients pour la prévention des infections liées à un PICC-Lyme. Donc, il est important pour créer ces outils de bien répondre aux attentes des patients, mais également que ces outils soient appropriés par les professionnels. Donc, c'est pourquoi le groupe est composé de patients, de professionnels de santé vraiment de terrain, donc aussi bien ville que centre hospitalier, et d'hygiénistes également, de représentants des usagers. Donc voilà, le groupe va pouvoir créer ces outils en également menant des entretiens avec donc les patients pour vraiment, comme je le disais, répondre à leurs attentes. Donc ce groupe est déjà constitué et va débuter lors d'une première réunion début avril. Le deuxième groupe qui a été mis en place cette année, il s'appelle Success PID. Donc, l'objectif de ce groupe, c'est de travailler avec des hygiénistes pour déterminer en fait des moyens pour améliorer la mise en place des 3 volets de la stratégie SPID de prévention des bactériémies liées au cathéter. Il a été montré dans les études que la stratégie qui associe les 3 volets, donc la surveillance, des infections, les observations pratiques et la formation des professionnels, eh bien, permet de réduire de moitié ces infections liées au cathéter. Et aujourd'hui, on sait que seul un établissement sur 5 arrive à mettre en place cette stratégie avec les 3 volets. Donc, il y a des difficultés. Donc, l'objectif du groupe, eh bien, c'est d'identifier à l'aide d'entretiens dirigés que l'on va mener les moyens qui ont été utilisés pour les établissements qui ont réussi à mettre en place ces 3 volets, ou au contraire ceux qui n'ont pas réussi, identifier les difficultés, les freins qu'ils ont pu rencontrer. Également, évaluer les outils que l'on vous propose aujourd'hui, pour ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, proposer des solutions concrètes pour les hygiénistes pour mettre en place justement ces 3 volets. Voilà, donc de la même façon, le groupe il est constitué. On va avoir une première réunion en avril et ensuite les entretiens seront menés auprès des professionnels pour réussir à comprendre la mise en place de ces 3 volets dans vos établissements. Enfin, dernière nouveauté pour 2025, c'est l'étude TOP-CVP. Donc cette étude, on l'a montée
suite au constat qu'on vous a montré tout à l'heure, hein, qui est également dans votre région, c'est la tendance à l'augmentation des bactériémies liées au cathéter veineux périphérique, et plus particulièrement, on l'a vu, des bactériémies impliquant un staphylocoque doré. Vous le savez, ces bactériémies liées au staphylocoque doré entraînent des complications majeures, voire le décès des patients. Elles ne sont pas rares et donc, bien, elles augmentent, donc il faut s'en occuper. Donc, cette étude, elle va avoir pour premier objectif d'essayer d'évaluer l'impact des mesures de prévention qui sont aujourd'hui recommandées. Il y en a environ 35 recommandations. Et on va essayer de dégager celle qui aurait un impact le plus fort. Voilà. Le deuxième objectif, c'est d'étudier finement ces staphylocoques dorés qui sont impliqués dans ces bactériémies. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas bien pourquoi c'est ces bactériémies qui augmentent. Donc voilà, une étude microbiologique pour rechercher des facteurs de virulence de ces staphylocoques dorés permettrait de mieux comprendre ces bactéries. Donc, on vous propose cet après-midi, là, à 14 h, une actu spécialement pour cette étude où on va bien vous expliquer ce qu'il faut faire pour réaliser cette étude dans un de vos services, de vos établissements. Voilà, on en a terminé. On est à votre disposition pour répondre à vos questions et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Très bien, merci. Merci à toutes les deux pour cette présentation très complète et qui est très riche d'informations comme toujours. Donc, pendant la présentation, il y a eu des commentaires et puis quelques questions dans le chat. Donc, on va les aborder d'abord et puis on verra après pour d'autres questions éventuelles. Donc là, une question du docteur Martin. L'augmentation du nombre de patients porteurs d'un pic ou midline en médecine ou chirurgie ne peut-il pas expliquer l'augmentation de l'incidence qui est aujourd'hui rapportée simplement aux journées d'hospitalisation? Entre parenthèses, ne tient pas compte de l'exposition à ces dispositifs intravasculaires. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est une des hypothèses que l'on a également, c'est qu'en fait, ces dispositifs PIC et midline sont de plus en plus utilisés, en particulier pour les services de médecine et de chirurgie. Et en effet, l'incidence que l'on a aujourd'hui pour ces services-là, elle n'est pas rapportée à l'exposition. Donc, c'est une donnée qu'on n'a pas, c'est une hypothèse. On pense, oui, en effet, que c'est bien ça le problème. C'est très difficile de mesurer l'exposition à ces dispositifs dans les services de médecine et de réanimation. Faudrait faire une surveillance patient-based, ce qui est beaucoup plus lourd. Donc, c'est très difficile à mesurer. On avait émis l'hypothèse de demander les commandes de ces dispositifs pour voir s'ils sont de plus en plus… voilà, c'est ce qu'on va faire avec l'étude TOP CVP. Donc là, ce sera pour les CVP. Mais oui, en effet, c'est bien une hypothèse. Merci. Autre question du docteur Allaire qui précise: de mon côté, je fais une surveillance des infections de pic et mid en journée de cathétérisme et non JH. J'observe une augmentation des infections sur les mid, mais surtout sur les pics. En facteur de risque, j'ai majoritairement la nutrition parentérale. Mais ces 2 dernières années, je note aussi une augmentation de l'utilisation des pics pour de la chimio. Donc, question, facteur de risque patient étudié, point d'interrogation, des données, point d'interrogation. Par avance, merci de vos retours. Oui, alors, on a répondu pour la mesure de l'exposition. C'est vrai, je ne sais pas comment, Madame Allaire, vous faites cette mesure de l'exposition, peut-être avec le protocole EXPADI. Donc, ça, c'est une solution. Après, pour les facteurs de risque, eh bien, donc nous, quand on a une bactériémie liée à un de ces dispositifs, il y a différents items qui sont à renseigner, notamment la nutrition parentérale. Donc ça, on a l'info, mais on a l'info uniquement pour les patients infectés, en fait.
et on n'a pas le corollaire pour les patients non infectés. Donc, pour déterminer si c'est un véritable facteur de risque, pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas le faire, en tout cas pour les services de médecine et de chirurgie. Donc voilà. Mais par contre, oui, en effet, chez les patients infectés, on retrouve cette notion de nutrition parentérale dans l'utilisation du PICLAN. Autre remarque par le docteur Allaire, je note de plus en plus des midlines gardés plus d'un mois. L'année dernière, 28 sur 231, avec des prescriptions allant jusqu'à 3 mois, entre parenthèses, soins palliatifs. Alors c'est vrai que c'est particulier pour les soins palliatifs. Des données plus récentes sur la durée de maintien, point d'interrogation. En effet, sur l'ensemble des infections observées, 15 en 2024, 11 bactériémiques, une seule au-delà de 30 jours, et elle est locale. Encore une fois, nutrition parentérale en cause très souvent. Des retours de votre côté, encore merci. Oui, alors les données que l'on a plus spécifiquement sur les bactériémies liées au midline avec prolongateur intégré, c'est qu'en effet, ce sont des bactériémies aussi qui sont plutôt tardives, donc qui surviennent plutôt au-delà de 7 jours après la pause. Concernant la durée de maintien du midline, là, nous, on n'a pas des données assez robustes puisque c'est pareil, comme on ne mesure pas l'exposition, eh bien, on n'a pas cette durée de maintien du cathéter. Mais en tout cas, voilà, ce que l'on constate, c'est qu'elles surviennent tardivement, en effet, après la pose du cathéter. Autre question du docteur Martin. Pourquoi l'usage d'un savon antiseptique dans la même gamme que l'antiseptique est considéré comme non conforme lors de la réfection de pansement? Alors ça, c'est parce que c'est la recommandation. La recommandation, elle indique d'utiliser un savon doux. C'est vrai que de nettoyer la peau avec un savon antiseptique, eh bien, ça abîme en quelque sorte le microbiote cutané. Et on sait que ça, c'est un facteur de risque d'infection supplémentaire. Donc, c'est comme de ne pas faire le nettoyage en systématique, mais de le faire uniquement pour les pansements qui sont souillés ou décollés. Ça va dans le même sens, c'est pour éviter de déséquilibrer le microbiote cutané qui est un facteur de risque d'infection en fait. Il y avait un autre commentaire du docteur Allaire, mais je pense que c'était une réponse à la question posée. Puisqu'elle mettait j'utilise notre DPI pour le suivi. Donc là, c'était par rapport à la question sur le suivi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez éventuellement ouvrir vos caméras, vos micros si vous avez des questions et si vous souhaitez intervenir. En tout cas, toutes ces informations vraiment très riches nous donnent effectivement de belles pistes de perspectives pour les travaux à mener et il y en a. Oui, il y en a, mais après, c'est vrai que c'est les mêmes qu'au niveau national. Hein. Toutes les régions sont confrontées. Après, il y a des petits points qui sont particuliers à chacune des régions, mais globalement, on retrouve les mêmes axes d'amélioration dans toutes les régions. Hein. Quelque chose qui est observé au niveau national. Et avec globalement les mêmes facteurs pour expliquer. Là, je pensais au masque où effectivement, je pense que c'est quelle que soit la région où il y a eu cette levée du port du masque systématique et la levée de l'observance du coup. Oui, tout à fait. Autre question, je vois qu'il y a des questions en cours d'écriture. Vous pouvez lever la main et prendre la parole si vous le souhaitez.
Non, pas de remarques ou de commentaires supplémentaires ou d'interrogations par rapport à... Puis je peux préciser pour le délai de survenue des bactériémies liées au midline, vous voyez, il est en moyenne de 14 jours au niveau national. Et donc, il y en a 2 tiers qui surviennent au-delà de la pause. Donc, voilà, on est dans la même configuration que Oui. trouver les données nationales. Je peux intervenir? Oui, vas-y, Alexandra. Oui, j'en profite parce que j'ai les données sous les yeux. Par exemple, l'année dernière, nous, nos infections sur midline, hormis une, elles sont toutes inférieures à 2 semaines. Avec 1, 2, 3, 4 inférieures à 1 semaine. Ouais. Donc, celles qui sont inférieures à 1 semaine, faut plutôt aller voir la pause. Et celles qui sont plutôt au-delà de la semaine, c'est plutôt en lien avec les manipulations des lignes. Mais c'est vrai qu'on a vu, c'est vrai que les midlines dans la tête des professionnels, c'est pas forcément un cathéter. Alors, c'est un cathéter périphérique, mais bon, il faut qu'ils intègrent qu'il reste plus longtemps en place, donc il faut prendre les mêmes mesures que les cathéters centraux pour la pause. Et ça, c'est compliqué en fait. Et c'est ça qui, pour les midlines, la petite particularité, je pense. C'est pour ça qu'on a fait un outil spécifique midline en fait. Et on l'utilise. Alors, par contre, nous, on a été auditer les pauses, on n'a rien vu de particulier. C'est ça qui nous. Au bout d'un moment, on commence à se poser des questions. La DTMF oui, mais non, là, c'est bon. En fait, comme on avait un taux assez élevé d'infection, on a sensibilisé, alors hormis les services, mais aussi au bloc, IAD et anesthésiste, et on a refait l'audit. Et quand on a fait le deuxième tour, on n'a plus vu les premiers écarts, à part toujours l'utilisation du gel un peu limite. Mais rien d'autre. Alors, on suspecte quand même le rinçage pulsé en cause pour ce qui est plus tardif, clairement. Ouais. Mais hormis cette piste-là, alors après, moi j'avais, sans monopoliser la parole, j'en ai parlé à nos pharmaciens. Il y a des années, par exemple, en 2023, on avait une augmentation claire et nette des infections sur pic. Et moi, je me pose aussi des questions sur certains dispositifs parce qu'en fait, on avait eu une rupture de stock d'un dispositif, c'est un autre qui nous a été fourni. Et il se trouve qu'au moment où on a eu un autre dispositif fourni, on a eu un pic d'infection qui s'est rabaissé dès qu'on est revenu à notre référence habituelle. D'accord. Ça, nous, on n'a pas eu de retour d'autres établissements comme ça sur un potentiel pic particulier qui pourrait. Non, on n'a pas eu ce retour-là. Mais... Est-ce que la matériaux-vigilance, du coup, était dans la boucle, Alexandra? Alors, moi, les pharmaciens avec qui je travaille, de toute façon, sont il y a un des référents, il est matériaux-vigilant. Et sinon, on a aussi observé un pic l'été. Pardon, ça a grésillé. Un pic d'infection l'été. Ah. L'été, c'est certainement les pansements, la transpiration, il fait plus chaud. Quand on regarde les résultats des DOM-TOM, ils ont des caractéristiques pour le coup qui sont différentes de chez nous. Voilà, ils ont beaucoup plus d'infections tardives. Ils ont des germes qui sont différents, donc ils ont plus d'entérobactéries. Vous voyez, donc c'est plus vraiment en lien avec la macération et cette transpiration, etc. Donc peut-être que là, le nettoyage, par exemple, de la peau d'un pansement qui n'a pas été refait pendant 7 jours, c'est quelque chose nous, la SPID, du coup, on le recommande de faire un nettoyage systématique, même si comme ça, de visu, la peau, elle apparaît propre, en fait, parce qu'une peau qui a macéré pendant 7 jours sous un pansement, bon, le microbiote, il a évolué. Donc, la SPID, elle recommande un nettoyage systématique. Ce n'est pas le cas des recommandations nationales, mais voilà. Merci. Et un nettoyage systématique surtout l'été ou
Non, non, non. Tout le temps, on n'a pas fait de différence été-hiver. Là, on considère qu'au bout de 7 jours, c'est vrai que la peau, sous le pansement, du coup, elle va pas être propre, quoi. Très bien. Merci pour ces précisions. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, dans le chat, il y avait une question qui est en fait un remerciement. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou interrogations. Je ne vois pas de main levée ou d'autres choses dans le chat. Je crois que tout a été balayé au niveau des différentes questions ou interrogations. Bien. Eh bien, du coup, on avait laissé un espace volontiers peut-être un petit peu large pour les échanges de façon à permettre les questions, un temps de questions-réponses pour les personnes présentes. Mais en tout cas, vraiment, merci à la Mission nationale Ospiadi pour ce travail et au-delà pour tout le travail réalisé au quotidien avec la mise à disposition des outils, que ce soit pour la surveillance, les observations ou la formation. C'est effectivement, comme le mettent certains dans le chat, très intéressant et très utile pour les professionnels de terrain. Donc, merci et bravo.